Le point en sueur, sur la France insoumise comme souvent et il nous parle aussi d'un sujet qu'on avait déjà traité, notamment avec Robert Ménard, avec Pascal Praud aussi, en gros, c'est le sujet des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant vote France insoumise. Bon, Robert Ménard nous avait expliqué que sa fille votait France insoumise. Pascal Praud nous avait expliqué aussi que ses filles, je crois, votaient, France insoumise et là, l'article s'appelle «Papa, maman, je vote Mélenchon. Quand parents et enfants s'écharpent sur LFI». Ça focus sur LFI, alors qu'on pourrait dire l'inverse. Peut-être les enfants aussi qui trouvent que c'est un peu bizarre que papa, maman, votent François Hollande ou votent Macron ou votent, Rassemblement national. Mais bref, Chris, est-ce que tu es prêt pour parler, de sociologie réelle? Ah bah, j'adore et tu sais, en plus, on va teaser des trucs, mais on travaille, nous, sur de la sociologie réelle avec Padu et la génération est quelque chose de très important. Dans les sociétés qui rentrent en crise, c'est là où les conflits idéologiques entre générations existent. En général, dans les sociétés où la société fonctionne, les parents suivent la voie, soit la société est organisée pour la transmission, soit parce que vous grandissez dans un milieu éducatif qui est cohérent et donc vous suivez la voie de vos parents, vous accédez à la même classe sociale parce qu'en plus vous avez un héritage, tu sais, intellectuel et culturel qui va ça, et puis vous faites des métiers similaires en termes de classe, en termes de position sociale, et puis tout va bien. Et donc à la fin, vous avez forte chance d'avoir le même vote, quoi. Quand la société se transforme et qu'il y a des moments de bascule, des moments de crise, des moments de transformation importants, on l'a vu, tu sais, dans les phases entre le Fordisme et le néolibéralisme, entre d'autres moments plus lointains et tout, on voit des conflits de génération. Pourquoi? Parce qu'on voit des enfants qui ne peuvent pas soutenir les idées de leurs parents parce qu'ils savent très bien qu'elles ne vont pas leur servir comme elles ont servi leurs parents en termes de rapport matériel. Quand on voit des conflits idéologiques de vote extrêmement, et puis là on est vraiment dans les deux opposés, enfin vraiment c'est intéressant d'ailleurs que ce soit macroniste contre LFI, tu vois, et non plus RN contre LFI, tu vois, c'était un autre moment, c'était comme ça c'était peut-être plutôt dans les milieux ouvriers, tu vois, à un moment donné, des jeunes qui ont commencé à voter RN alors que leurs parents votaient à gauche, tu vois, plutôt blancs d'ailleurs, des milieux plutôt blancs et tout. Donc là, la génération va marquer l'incarnation idéologique, intellectuelle d'une période de crise et une crise de classe fondamentale. Et là, par exemple, on va le voir, on va voir la crise des classes moyennes et supérieures, dont les parents lisent Le Point ou font des témoignages au Point, entre leurs idées très centristes, très macroniennes, très, comment on pourrait dire pour Le Point, très CIA, pas du. Euh, voilà. Et leurs enfants qui disent, mais non, ça peut pas marcher comme ça, tout ça c'est des conneries et tout, et il faut une rupture et tout. Et donc, on va voir que la génération est, comment dire, un moyen maternel d'incarner la crise. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport social qui est la génération. Le rapport social, c'est l'âge, effectivement, l'intégration. Contrairement à certains qui pourraient penser, tu sais, à la Rochdy ou d'une autre manière à la Salomé Saké, de dire que la société serait une forme d'exploitation des jeunes générations par les anciens, etc. Non, c'est un révélateur, la génération. C'est un révélateur, c'est te dire à un moment donné, des gens qui auraient dû suivre tel chemin vont choisir un autre ou vont hésiter avec ce chemin parce que ce chemin commence à être boueux, merdique et caillouteux, quoi. Voilà. Et donc là, vraiment, le point, il est coincé là-dedans. Et d'ailleurs, c'est très révélateur. Ça se fait avec l'AFI. Je pense qu'il y aurait 20 ou 30 ans, ils auraient fait le même article, mais plutôt avec le FN de Jean-Marie Le Pen. Et là, ils vont le faire avec Sûr. l'AFI. Preuve que c'est justement le système, son alternative est du côté de l'AFI et plus du tout du côté du RN. Vous verrez une capsule qui va sortir ce samedi-là où on revient en détail sur l'explosion, voilà, les boutiquiers confusionnistes qui sont en sueur parce qu'ils vont perdre leur clientèle, parce que du coup le RN n'est plus du tout un parti qui fait justement rêver la jeunesse. Une jeunesse d'ailleurs qui dépasse un peu le genre, qui dépasse un peu la race, parce que c'est des collectifs beaucoup plus mixtes dans des métiers, dans des études où il y a plus de mixité, où il y a plus de gens racisés, etc. Donc il ne peut pas se projeter aussi facilement que le pacte raciste, c'est-à-dire des anciens qui, eux, vivaient entre blancs et tout. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et ce qui paraît insignifiant, là, du discussion du point, parce que le point est insignifiant, traduit en fait fondamentalement une crise de la société qu'il va falloir dépasser, quoi. Donc j'adore ça, moi. En plus, c'est intéressant parce que tu dis, ouais, avant, peut-être que c'était avec le RN, mais tu as des gars qui, je sais pas, un peu des Pascal Praud, il est peut-être un peu vieux pour ça, mais tu vois, tu vas avoir des gens qui vont dire,
Moi, mes parents votaient PS et pourtant, la vie m'a montré que c'était la droite qui avait raison et j'ai voté RN et je comprends pas mes enfants voter FI, tu vois? Et vraiment ce va-et-vient qui est lié aux conditions d'intégration ou non dans la société et de gens chez des milieux comme ça, qui ont d'abord bien vécu le néolibéralisme, puis qui l'ont mal vécu et qui sont allés vers je dis le RN, mais ça peut aussi être la droite traditionnelle, hein. Mais en tout cas, une droite traditionnelle qui serait, raciste, qui serait, basée sur une sorte de rupture, on va dire, et qui vont du coup presque se plaindre que leurs enfants votent FI en disant: «Oui, mais au moins mes parents votaient PS», voire communistes, tu vois? En disant: «C'était, plus respectable à l'époque, la FI c'est le wokisme, c'est pas la gauche à l'ancienne», tu vois? C'est Et ça. je pense qu'il y a vraiment des gens qui vivent ça. Et il y a aussi un autre type de personnes, c'est des personnes qui vont, je pense par exemple aux gens qui ont eu 20 ans, je sais pas, dans les années, 90, tu vois? Voire 2000 et qui vont voter pour le même parti que leurs parents, c'est-à-dire le Parti socialiste, mais le Parti socialiste qui ne portera plus du tout les mêmes valeurs. C'est-à-dire que voter Parti socialiste en 1974 à l'élection présidentielle où Mitterrand est avec le programme commun avec le Parti communiste, c'est pas du tout pareil que voter pour François Mmh, Hollande. Et pourtant, c'est le même exactement. parti. Et donc, tu vas avoir des gens qui, du fait de l'évolution matérielle du monde, vont continuer de voter PS parce que le PS a suivi les classes néolibérales, d'abord ascendantes, puis en crise. Et donc, a resserré la vie, c'est devenu beaucoup plus conservateur et libéral, quoi. Exactement. Et tu vois tout ce qu'on appelle, tu sais, nous, la rémanence des structures mentales, etc., qui sont un peu en retard sur les phénomènes de crise matérielle. En fait, c'est toujours intéressant, les structures mentales, parce que vous avez toujours la conscience possible, qui est souvent en avance, puisque c'est une projection, tu sais, sur l'état des forces matérielles. Dans la capsule, vous verrez, on rentre en détail sur la Révolution française. Allez voir cette capsule du samedi, elle est assez puissante là-dessus, où les gens maximisent justement les concepts et tout. Donc ça, la conscience possible est toujours maximisante, parce que c'est un monde en devenir. Et là, vous allez avoir un monde passé qui laisse des traces. Ouais, j'ai voté PS parce que j'ai toujours voté PS et tout. Puis finalement, bon, j'ai quand même eu une ascension parce que je votais PS en 81, j'étais jeune ouvrier. Et puis j'ai quand même, tu vois, comme tu dis, accédé à la propriété, accédé à la retraite, etc. Donc je continue de voter PS sans me poser de questions. Mais effectivement, l'embourgeoisement, façon de parler, tu vois, le confort des gens qui ont voté PS dans les années 80, mais qui ne se sont pas fait trahir tout de suite, leur permettait de continuer de voter PS et leur confort à eux a suivi le confort dans lequel le PS est rentré. Tu vois, donc tu as cette rémanence de c'est encore un parti de gauche. Alors que pour quelqu'un qui arrive dans le milieu politique, c'est plus du tout un parti de gauche. Et c'est là où on voit, je te dis, justement, c'est la génération qui va marquer cette crise. C'est de dire, non, en fait, tu peux pas vendre à tes enfants que c'est un parti de gauche, le PS, aujourd'hui. Alors que Oui, oui, oui. entre peut-être les années, tu vois, entre 77 et 97, tu pouvais encore le faire. Tu vois, tu avais 20 ans d'écart, tu pouvais encore le faire. Mais entre 2007 et 2027, c'est pas jouable, quoi. Voilà. Donc on va s'amuser avec ces petits portraits. Alors forcément, ça va être le point. Ça va être un peu drôle aussi, les profils. J'espère que c'est vrai. Voilà, j'espère que c'est pas de l'IA. Cette info me plaît, donc elle est vraie. Voilà. Donc dans Est-ce certaines... que c'est gênant si c'est de l'IA? Parce que tant que c'est plausible, tu vois? c'est ça. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'une... Tu sais, c'est comme les gens qui disent cette phrase est apocryphe. Tu sais, genre en mode Lénine n'a jamais dit ils nous vendront la corde avec laquelle on les pendra. Tu sais. Et je dis oui, mais c'est une vérité plus importante que s'il l'avait dit presque. Tu vois, donc c'est ça le zeitgeist, toi, l'esprit du temps. Alors, là, ce qui est marrant, c'est qu'il titre un petit peu en mode coming out. Papa, maman, je vote Mélenchon. Tu sais, genre... Quand enfants et parents s'écharpent sur LFI. Dans certaines familles, le nom de l'insoumis suffit à faire monter le ton. Témoignages croisés de parents et d'enfants qui analysent leurs dissensions. Le banger, quoi. Ah, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être la rentrée de la PAD ultime, c'est cadeau. Convainquez vos parents de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Le 19 juillet, le député LFI Antoine Léaumont professe la bonne parole sur son compte X. Il sait sans doute à quel point les débats sont âpres dans les familles, à table, au téléphone ou par SMS interposé. Le schéma se répète souvent. D'un côté des parents, sociodémocrates, libéraux, conservateurs ou simplement sceptiques. De l'autre, Simplement raciste aussi. C'est ça. De l'autre, des enfants de 18 à 30 ans convaincus que LFI est le seul rempart contre le pire, comprendre le Rassemblement national. Donc ça, c'est intéressant, c'est ce qu'on dit depuis le début. Le seul truc progressiste qui reste à tous ces gens-là qui se voient comme libéraux, sociodémocrates, conservateurs, c'est de pas tomber dans le RN. Tu sais, donc c'est vraiment, pour eux, c'est très dur ce qui se passe. Ils se disent, putain, je vais être obligé. Enfin, c'est pour ça que le deuxième tour FI-RN leur fait très peur parce qu'ils vont vraiment avoir un débat. Et leurs enfants ont tranché. D'ailleurs, Puis ce sera un moment de clarté, tu vois. c'est ça. Ils veulent la clarté avec Glucksmann, ils auront un moment de clarté avec Mélenchon. C'est pour ça que Le Point a fait un article sur la moïsation. Allez le voir, et il parle de nous dans Le Point. On était très
très fiers et tout, parce qu'ils savent très bien que ça va être leur moment où ils ne pourront plus jouer leur duplicité, quoi. Ils sont chefs d'entreprise, professeurs, cadres, voilà, et racontent, tu vois, c'est vraiment en haut à droite. Ouais, chef d'entreprise, professeur cadre. Oui, d'accord. Donc en gros, c'est 20% de la société Ouais. maximum, le truc, tu vois. Vraiment, 15%. je sais pas si le point vraiment sert à valider le graphique, en fait. Je sais pas à quoi d'autre ils servent, tu vois. Mais bon. Il y a 2 points en haut à droite du graphique, c'est les cadres et professions intellectuelles supérieures, donc les professeurs cadres et les chefs d'entreprise. C'est vraiment les 2 points en haut à droite du graphique. Et il y a aussi une classe qui doit lire le plan 1. Enfin, c'est pas une classe, mais c'est la petite bulle là, ancien cadre. Alors celle-là, elle est très en haut à droite du graphique aussi, et celle-là, elle lit le point, je peux vous dire. Ah, celle-là, tu sais, elle a des Airbnb à Pornichet, tu sais, à gérer, quoi. Celle-là, ouais, là, elle est en train de se plaindre que ouais, là, ça fait chier parce que mon Airbnb à Biscarrosse, là, j'ai pas pu le louer pendant 10 jours à cause des incendies et tout. Tu te rends pas compte, mais la rentabilité pas ouf, là. C'est ça, je vais tout perdre. Tu sais, je vais tout perdre. Tu sais, en fait, le mec, il a toujours la maison dans le Var. À quoi le Var, il y a des incendies aussi. Il a quand même l'appart à Paris, tu vois, mais il dit je vais tout perdre parce qu'il a perdu ses 3 Airbnb, quoi. C'est vraiment ces gens-là. Donc voici leur témoignage. Voilà. Delphine, 57 ans, professeur en lycée, Paris. Donc déjà, professeur, lycée, Paris, Delphine. Alors, on ne sait pas si c'est privé ou public. Moi, j'aurais bien aimé qu'on précise, mais bon, peu importe. Je pense que c'est public parce que mon père a longtemps milité au PS et je suis resté social-démocrate. Qui se dit social-démocrate? J'aimerais bien savoir c'est quoi la définition de Delphine de social-démocrate. Parmi mes amis, tous nos enfants de 17 à 25 ans votent les filles. Donc, déjà, très bien, très bon entourage, très bonne éducation. L'une de mes amies reçoit des SMS. N'oublie pas de voter Mélenchon en 2027. Notre dernier débat avec mon fils a eu lieu quand Elifi a décidé, écoute bien ça, t'es pas prêt, a décidé que l'émission Quotidien était devenue l'ennemi après avoir interviewé le député Raphaël Arnaud. Si Quotidien devient l'ennemi, comment on fait? Voilà. Oh là 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 là. Ouais, mais Quotidien, c'est vraiment le truc en haut au milieu dans le graphique. Quotidien, c'est les gens qui se croient encore progressistes, qui voteront peut-être contre le RN, mais qui font tout pour que le RN ne soit pas contre les filles au second tour. C'est exactement ça. Mais on l'a dit dans notre capsule, allez voir ça, c'était quand il parlait de la canicule, ce médiocre de Yann Barthès. C'est vraiment des gens, je te dis, qui sont persuadés d'être de gauche, quoi. D'être cette gauche-là, là, de Delphine, professeur, 57 ans, quoi. La phrase qu'il me répète le plus souvent, on n'est pas de la même génération. Bah, il n'a pas tort, pour le coup, c'est un fait. Il n'a connu que Chirac, Sarkozy, Hollande et la montée de l'extrême droite. Il me répète, vous les SOCDEM, vous n'avez servi à rien. Il est bon. Ça me fume parce que les gars se font traiter de SOSDEM alors qu'ils sont même pas SOSDEM, ils sont sociolibéraux. Mais c'est ça. Moi j'aime bien, c'est un truc qu'il a dû lire sur X. Ouais, c'est ça. Quand je dénonce le tropisme pro-Poutine de Mélenchon, il répond « Maman, tu es bloqué au XXe siècle, alors que le logiciel de Mélenchon est bloqué sur la guerre froide. » N'importe quoi. Mon fils m'encourage à accepter la radicalité et m'appelle Bisounours. L'union de la gauche, c'est Brejnev pour eux. Ouais, c'est ça. Ouais, Andropov ou Tchernyenko. Tu vois, c'est vraiment les pires. Enfin, les pires, les meilleurs. Qu'est-ce serait le monde si Tchernyenko avait vécu plus longtemps? Voilà. Andropov. Ouais, Andropov, ouais. L'union de la gauche est impossible, alors il faut se rallier derrière Mélenchon. Ça, c'est très intéressant. Parce que là, ils espèrent quelqu'un qui émerge à gauche. Donc, il en reste qu'une solution, c'est Hollande. Hein. Sinon, ils vont devoir voter Mélenchon. Ah bah, de toute façon, cette meuf-là, Delphine, là, elle va voter Hollande. Hein. Bah, s'il y a Hollande. T'inquiète pas, elle va voter Hollande ou Glucksmann. Ouais. Est-ce qu'elle va voter Attal? Parce qu'Attal fait une campagne tellement à droite qu'elle est capable, du coup, de devoir voter Tondelier, tu vois. Attal, c'est pas social-démocrate pour lui, tu vois. Donc, non, je te dis, c'est pour ça que la prophétie, je pense qu'elle va se dessiner. Il peut pas y avoir qu'une seule gauche. Ces gens-là ont besoin d'une gauche. Le macronisme ne peut plus apparaître comme gauche pour eux. Et Mélenchon ne peut pas être leur débouché. Donc, il y a un espace, quoi. Nos canaux d'information divergent aussi. Il m'envoie des liens de médias, Blast ou des réseaux sociaux. J'espère qu'il envoie la patte du team quand même. Beaucoup d'histoires de violences policières. Des événements dont je n'entends toujours pas parler sur les médias que je suis. Bah oui, voilà. Donc son fils, c'est Jules en master relations internationales. Donc ça, c'est vraiment les profils qui regardent la patte du team. Voilà. Donc que nous dit Jules? Bien sûr, j'essaie de convaincre mes proches de voter Mélenchon en vue de 2027. Pour la première fois depuis 40, l'extrême droite peut se retrouver au pouvoir. Donc là, c'est un peu... Ça, c'est Blast, quoi. Toi, c'est un peu l'alerte noisette. Je sais pas ce que t'en penses, mais l'alerte noisette, ingénieur, tu vois ce que je veux dire, un peu mulch, quoi. Tu vois, il faut tous se désister derrière Mélenchon, quoi. C'est marrant parce que ça parle beaucoup de Blast dans l'article, mais
c'est même pas un truc en plus ultra radical. C'est-à-dire que Blas, ça peut parler à des Delphine 57 ans, qui, votent Glucksmann, tu vois? Jusqu'à un certain point, hein. Je dis pas qu'elle va être d'accord avec tout, mais c'est pas non plus des médias d'extrême gauche, quoi. Ah bah c'est ça. Ma mère est née dans un contexte où la lutte antifasciste était encore vive. Même les gamins ont quand même besoin de faire un peu de... Voilà. Moi, après l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Mais vraiment, C'est quoi ces conneries? La lutte antifasciste n'était pas encore vive dans et les années, c'est... En fait, 80-90, tu vois? C'est quoi ces conneries? Mais c'est... Tu vois, ça, c'est tout le récit. Elle est née en 69, la meuf, elle est pas née en 33, tu vois? Enfin, Non, mais ça, c'est tout le récit, tu sais, de gauche qui s'est inventé que à l'époque, le Front National, on laissait pas passer, alors qu'en fait, c'est une fabrication de Mitterrand. Hein. Je rappelle que Mitterrand a même changé le mode d'élection législative pour favoriser le RN contre la droite, qui était son ennemi, l'a divisé. Ouais, c'est coup tactique du PS de l'époque, tout en mettant la main sur les mouvements antiracistes avec SOS Racisme. Et donc, c'est inventé qu'à l'époque, il n'y avait pas de porosité, que non, c'était tout sauf le RN. Enfin, vraiment, Jules, il faut que tu reviennes de toute cette catastrophe. Il n'y a jamais eu de menace à l'époque. Pourquoi ? Parce que la société n'était pas en crise. Donc Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais pu faire plus de 15-16 qu'il a fait et n'avait aucun moyen d'exister dans un second tour. On l'a vu en 2002 et il y a d'ailleurs eu l'effet 2002 a donné un deuxième élan au PS et au RPR UMP, avec l'élection de Sarkozy puis l'élection de Hollande. Voilà, donc, mais c'est on peut parti pas dire qu'il y avait traître. pas des skins à l'époque ou je sais pas Ah trop oui, quoi, tu vois? Mais c'est pas ta mère Delphine qui allait non, casser la gueule, des skins à l'époque, tu vois? c'est ça, au C'est un contraire. peu et la bataille, entre, les skins et les chasseurs de skins, c'est quelque chose qui reste, très, périphérique, tu vois? C'est pas central en France, à cette époque-là, donc on peut pas dire qu'il y a une lutte antifasciste comme peut y avoir, je sais pas, dans les années 30, avec la résistance, l'épuration et tout ça. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, les antifascistes de l'époque qui chassaient des skins viennent soit de banlieue, tu sais, avec, je sais pas si tu connais cette histoire, les requins vicieux, là, MC Jean Gabin, etc. C'est des gens qui viennent de ça. Soit, ce qu'on a aujourd'hui encore, des collectifs antifa, tu vois, qui sont historiquement, qui viennent de ça. Donc vraiment, assimiler que la lutte antifasciste, c'était le PS de l'époque. Le PS était déjà en train de jouer des billards et de faire monter Jean-Marie Le Pen dans son intérêt, c'est-à-dire diviser la droite, quoi. Donc mes premiers souvenirs de politique, c'est la victoire de Hollande en 2012. Force à toi, Jules. Hein, c'est vrai que c'est... Ah, il est jeune, Jules, quand même, hein. Bah, il a 22 ans. Il a 22 ans, Jules. Voilà. Donc il a encore beaucoup à apprendre. Donc rejoins la brèche, Jules. Et, ta formation démarre, quoi. Puis sa trahison, la répression des manifs contre la loi travail. Mes premières manifs, c'est contre la réforme des retraites de Macron. 2023. J'ai même fait une garde à vue. Je passais par là, j'ai manifesté 10 minutes, j'ai été chopé. Classico. J'ai expérimenté les violences policières. Pour ma mère, le PS, c'est la gauche. De ce que j'ai vu, le PS n'a fait que trahir ses engagements et contribuer à faire monter le RN. Il faut une gauche... Il faut une gauche de rupture. Plus jamais pas du PS. team. C'est ça. Montrez ça à vos anciens là qui sont pour le PS de notre conférence. Plus jamais PS avec Seyd Bouamama, avec Stefano Palombarini et avec Nicolas Da Silva, présenté par Zoé. On revient en long, en large sur le PS qui a trahi. C'est ça. Après le 7 octobre, LFI a mis 6 mois à dire que le Hamas était terroriste. J'ai trouvé ça ambigu. On est tombé d'accord là-dessus avec ma mère. T'as encore un peu de boulot, Jules. Mais ça, c'est son master en relations internationales là, qui fout la merde, là, à mon avis. Pas du, je sais pas ce que t'en penses, mais ça, c'est Ah bah si, il va nous dire Taïwan, Maduro, blabla. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, et ça, c'est le fond du fond, malgré tout ça, c'est-à-dire que même des gars qui sont loin, qui comprennent rien, là, comme Jules, pardon à toi, Jules, hein, mais là-dessus, tu comprends rien, sur le Hamas, de le traiter comme terroriste, etc., à quel point ça sert l'agenda impérialiste et tout, et ça sert le génocide, pour le coup, parce que je rappelle que depuis qu'on a décidé que le Hamas était terroriste dans la lignée de désigner terroriste tout l'axe du mal après 2001, ça a été un moyen de mettre Gaza hors de l'autorité palestinienne et hors du consensus international, et donc de démarrer un génocide à petit feu de la bande de Gaza. Hein. Là, c'est à grand feu, mais avant, c'était à petit feu. Donc vraiment, ça, c'est catastrophique, mais bon, il y a effectivement du boulot à rattraper là-dessus. Et là, il rappelle, sur la politique internationale, on a trop longtemps toléré que les États-Unis se comportent comme des voyous. Donc tu vois, ce que je disais, c'est que même pour des gens qui sont pas dans la rupture radicale, même ça, le truc du Hamas, lui, il est convaincu que c'est une connerie, mais ça ne l'empêche pas de voter Mélenchon. Ouais. Donc, tu vois, c'est significatif qu'il y a quand même une base quoi, sur la fille, une base que nous, on a mis à 17-18, qui est quand même l'équivalent de 6 millions d'électeurs, ça dépend de l'abstention, etc. 6-7 millions, quoi. Je reste pro-ukrainien.
Ok, ok, Glucksmann. Et il dit sans problème que la Chine n'est pas une démocratie. Ouais, c'est vraiment, je sais pas quoi dire. Mais le pro-poutinisme de Mélenchon, à mon sens, c'est une posture pour signifier que les États-Unis ne valent pas mieux. Ma mère s'informe par la télé et la radio. Mélenchon, il est pas pro-Poutine. Je veux dire, il est pas pro-ukrainien. Mélenchon, il est pas pro-Poutine. C'est ça, c'est n'importe quoi. Jules, fais un effort, quoi. Mais ça, il est en master relations internationales, le pauvre, il veut valider son diplôme. Ma mère s'informe par la télé, la radio, moi par Le Monde, Blast et Street Press. pour aller un petit peu plus loin. C'est ça, il regarde Blast, il y a Usul sur Blast qui nous explique que Trump est manipulé par Poutine, je sais pas c'est quoi. Ça. Tu vois, donc oui. Et Backseat, ouais, je pense qu'il regarde Backseat un peu, voilà. Quotidien, tu vois, Le Monde, quoi. Le mec, il s'informe sur Le Monde et Le Point considère déjà que le gaz est la gauche de l'opium. Voilà. Jules, peu de boulot, Jules. Et ce qui est marrant, c'est le genre de quotidien, j'ai arrêté, qui était trop à droite par rapport au Monde. Tu vois, imagines quotidien. Juste parce qu'il renvoie LFI et RN 2 ados, mais Le Monde, il renvoie pas LFI et RN 2 ados. C'est ça. Je pense que tu devrais lire plus souvent Le Monde, Jules. Voilà. Bah, Jules, en tout cas, personne n'est né parfaitement de gauche. Voilà. Nous, on t'accueille, regarde la patte du team, et puis on va lancer les formations bientôt. Tu pourras rattraper tout ça. 22 ans, c'est très jeune, c'est très bien. Tu votes la FI, tu mets la pression à tes parents, tu les traites de SOSDEM. On t'en demande pas plus pour 2027, Jules. Continue le boulot, quoi. Julien, c'est presque bon parce que ses parents doivent être pro-ukrainiens, pro-CIA, blabla. Donc il doit dire ouais, moi aussi, regardez, je suis pro-ukrainien, pro-CIA, mais je vote quand même pour le vieux. C'est ça. Ça se trouve, il est en taquilla Glucksmann sur l'international. Tu sais, genre, en fait, il est là en mode le Hamas, un mouvement de résistance et tout, mais en fait, il se dit, ouais, je vais quand même dire que c'est un mouvement terroriste pour faire le truc. Et pour pas foutre la fille dans la merde. Ouais, c'est ça. Jules, ça se trouve beaucoup plus malin que nous, tu vois. Donc, continue, Jules, c'est très bien. Julien, 55 ans, professeur dans le supérieur. Je suis ravi que mes enfants soient libres et que leur révolte face aux inégalités soit un critère de vote. C'est tout à fait audible. Oh là là, la première phrase est catastrophique. Il y a un mais. Il dit je suis ravi que mes enfants soient libres. Ça veut rien dire, tu sais. Ce qui m'embarrasse chez les filles, c'est le racialisme et le wokisme. Oh là 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 là. Le racialisme et le wokisme. C'est genre... Attends, écoute bien. Le baiser de la mort. Je préférais qu'il vote communiste et fait de génération sans doute. Tu préférais qu'il vote Léon Desfontaines? Ouais, bah oui, je comprends pourquoi. Ouais. Les roussellistes, là. Regardez, c'est qui trouve bien ce que vous faites, quoi. Vraiment, c'est... Oh l'enfer, quoi. C'est vraiment la gauche radicale acceptable. Hein. Oui, mais on a validé un projet communiste radical en congrès. Pas du... Vraiment, les gars, faites un effort quand même. Vous pouvez pas être idéaliste à ce point-là, quoi. Donc, je ne suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort, mais pour leur demander davantage de nuances. Alors voilà, ça c'est un truc. Nous, dès qu'on entend le mot nuance à la pas du team, on sort nos flingues. Voilà, la nuance, c'est toujours l'argument des mous, des creux, des conservateurs. Non, à un moment donné, il faut être radicaux. Voilà, les nuances, c'est vraiment les mecs qui mettent 2 points, un bémol. C'est pas possible. Et là, écoute bien, j'espère que t'es assis. À mon fils le plus investi, j'ai passé la route de la servitude de Hayek. Tu ne peux pas être d'accord, mais saisis la cohérence intellectuelle du projet libéral. Donc, la route de la servitude de Hayek, qui est un des pires livres vraiment que j'ai lu. Il n'y a rien d'économique dedans. C'est que des trucs péremptoires, médiocres de libéraux. Vraiment, c'est pire que Ayn Rand. Et pour le coup, il n'y a aucune cohérence intellectuelle. Alors que Hayek est libéral d'un côté, soutenait justement la violence anti-liberté au Chili. Et le projet libéral n'a aucune cohésion et cohérence, à part la défense absolue par tous les moyens, peu importe qu'ils soient contradictoires à certains moments dans l'histoire, de la propriété privée. Si la propriété est mieux défendue en défendant l'état de droit et les libertés quand tout va bien avec le mode de production, ils seront pro-état de droit et pro-liberté. Si la propriété privée est mieux défendue avec le fascisme, ils sont pro-fascistes. C'est ça la seule cohérence intellectuelle du projet libéral. Et on l'a vu dans la trajectoire d'Hayek. Donc vraiment, Julien, tu fais quoi ? Professeur dans le supérieur. Et vraiment, il est temps qu'on en finisse avec professeur d'économie, je pense. Hein. Là, on connaît ces gars-là, professeur d'éco. Boum, je lui ai passé un petit bouquin d'Hayek. Non, mais c'est... Julien, tu es un médiocre. Voilà, donc ton papa, là, c'est qui ? Attends. Donc Victor, continue le boulot. Quel bouquin il pourrait passer aussi ? Il pourrait passer... Ayn Rand, ça ce serait classico, quoi. Ayn Rand, il pourrait aussi passer... Comment il s'appelle, le juriste nazi, là ? Ah, Carl Schmitt ?
Il pourrait passer du Carl Schmitt aussi, je vois bien un peu en mode oui, je vais passer du Carl Schmitt, même s'il était nazi quand même. Je vais montrer ce que c'est l'opposition radicale, ami-ennemi. Tu vois, Ouais, c'est rendu. Bah, Heidegger aussi, hein, dans le style. Ah bah, Hein, Heidegger, du classique. Heidegger. Ouais, c'est ça. Ouais. Son ouverture d'esprit. Slop. Sur les manifs et la police, c'est du romantisme guérillero. Que des jeunes prennent du gaz lacrymo dans les manifs de casseurs, bien fait pour eux. C'est ça. Dans les manifs de casseurs. Genre, ouais, il y a des manifs pour casser. Un truc qui a aucun sens, quoi. Et Julien, il est bien vénère, hein. Mais qu'il scande tout le monde déteste la police, ça me fait pas sourire. C'est un réflexe de petit bourge contre des gens de milieu modeste. Des bourgeois qui estiment, depuis leur confort, qu'on peut tout se permettre contre la police. Il a besoin de dire ouvrier de la sécurité, hein, c'est un rousselliste en fait, ça se trouve, ce gars. C'est l'alliance Hayeko-Rousselienne. C'est ça. Il a dit à ses enfants, moi je trouve ça bien que vous êtes contre les inégalités, mais pourquoi vous votez pas Roussel, quoi. Tu vois, c'est ça qu'il dit. Je suis très content qu'ils ne courent pas après le pognon, qu'ils ne veulent pas passer leurs vacances à Dubaï comme des influenceurs, que leur engagement social puisse durer, je ne m'y oppose pas, mais sur le plan doctrinal, et les filles restent pour moi une menace. Lui, il pue la merde et lui, lui. sera un petit pied nickelé du fascisme. Bon, après, malheureusement, on a un dessin de Xavier Gors. Si j'étais né avant toi, on n'en serait pas là. Voilà. Donc, Xavier Gors, quoi, c'est comme Plantu. Aussi médiocre, aussi moche, mais le problème c'est qu'on comprend ce qu'il dit. Tu vois, c'est le Plantu, il a un avantage, c'est qu'on comprend pas ce qu'il raconte. On a un petit côté fun, tu vois. On a l'impression qu'il fait un AVC à chaque dessin. Mais là, Xavier Gors, le pire c'est qu'on capte ce qu'il raconte et c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est un des plus gros crétins quand même du monde du dessin dit humoristique, quoi. Voilà, donc c'est son fils Victor, 18 ans. Le mec, c'est pas le mec à qui il a passé du Hayek, c'est un autre. C'est le fils du gars à qui il a passé du Hayek, là. Oui, mais c'est peut-être pas le même fils, parce que je crois que... Ah oui, c'est peut-être pas le même fils. Il y a peut-être... Je crois pas que c'était le même. Au plus furieux, quoi. Étudiant en prépa ingénieur, donc lui, à mon avis, il regarde la chaîne de Mulch. Peut-être il regarde la pas du team, il y en a beaucoup d'ingénieurs, etc. Ouais, il regarde les deux, en général, on a les mêmes publics, voilà. Et les filles, c'est un vote utile pour moi. Je penche plutôt vers le NPA. C'est marrant, il y a des gars, ils sont en prépa ingénieur, mais ils sont en NPA. Mais je ne veux pas que mon vote soit perdu pour un parti à 0,5%. Ça, tu vois, c'est il a un pas peu... dit quel NPA. C'est ça. Victor, on veut savoir. Voilà. Donc ça, c'est un peu... c'est Victor Mendès, son fils. Je sais pas si vous connaissez Victor Mendès, c'est le gars, c'est un mec de l'UNEF. À voir, sincèrement, je pense qu'il a quasiment mon âge. Je pense qu'il doit avoir 27 ans. Il doit faire sa 8e L1, on sait pas trop comment. Et je crois qu'il est au NPA, Victor Mendès. Il est élu étudiant. Oui, mais le gars... Tu sais, c'est les mecs qui essaient de faire comme dans les années 70 où tu pouvais faire une carrière... peut-être pas 70, peut-être 80-90, tu pouvais faire une carrière UNEF, t'arrivais barboté dans les milieux PS et tout. Sauf que lui, il a fait UNEF au moment où l'UNEF maintenant est morte et NPA au moment où le NPA est mort. Quoi. C'est le gars qui a le moins de sens stratégique du monde, quoi. S'il rejoint votre parti, posez-vous des questions, quoi. Donc voilà, donc là un peu mulch, tu vois, genre tout le monde derrière Mélenchon, ça divise les voix, les partis à 0,5, voilà. Ce qui me plaît chez les filles, c'est son programme économique, la taxation des riches, le ruissellement. Ouais. Pareil, Victor, le 18 ruissellement, ans. ouais. C'est Macron le ruissellement, Victor. C'est vraiment, peut-être c'est le point, voilà. Et la taxation des riches, bon. Je crois que même au NPA, on n'en est pas là. Tu vois, donc faut muscler son jeu un peu, Victor. Là. Ouais, son programme c'est le point qui dit des conneries. Oui. Que le ruissellement. Vous venez, si vous êtes Victor, vous êtes Victor, vous êtes Jules. Venez dans les commentaires de cette. Voilà, on vous accueille à bras ouverts. Son programme écologique parmi les plus développés, ça c'est vrai. Ses positions sur le racisme et l'islamophobie. Parfait. Sur Gaza, je regarde les rapports de l'ONU, il s'agit d'un génocide, je pense qu'il faut appeler un chat à chat. Ça, je l'ai dit, on l'a dit dans la capsule sur Barbara Butch, là, etc. Barbara Dutch, comme on l'appelle maintenant. Mais vraiment, il faut le mettre au centre de la campagne. On sait que les campagnes présidentielles de la 5e doivent incarner la nation, etc. Je pense que incarner une nation progressiste qui est en rupture sur l'ordre économique, mais surtout sur l'ordre géopolitique, c'est mettre le fait d'en finir avec ce génocide et avec l'impunité de Netanyahou. Donc vraiment, ça doit être central chez l'AFI. Et on le voit, ça fait bouger dans tous les témoignages. Là, on voit que c'est le fond. C'est pas possible de se porter président de la France, une nation du centre impérialiste très importante, un des plus gros vendeurs d'armes, fabricants et vendeurs d'armes du monde, et de ne pas faire cette rupture-là et de ne pas dire nous allons être la nation qui va demander la traduction au Conseil de sécurité de l'ONU
un tribunal pénal international pour la Palestine occupée où Netanyahou devra comparaître. C'est fondamental. Et je pense même que grâce à ça, Mélenchon peut, tu vois, aller chercher au-delà même du cercle de gauche, rupture, etc. Je pense qu'il y a des gaullistes, des vilpinistes, tu vois ce que je veux dire, un peu cette dimension-là qui peut aller chercher derrière, quoi. On devrait aussi faire comparaître le père de ce gars-là aussi. On fera à tout le monde, quoi. Ce qui nous oppose au père et à moi, c'est les violences policières. Ça, c'est intéressant parce que ça me fait penser les gilets jaunes et tous les gens qui pensaient que c'était bien fait pour la gueule des zadistes, des gens de banlieue, etc., qui sont chez eux tranquilles, qui n'ont jamais participé à une manifestation, qui n'ont jamais été dans un moment de transformation et qui se racontent à eux-mêmes que la violence est légitime sur la gueule des manifestants. Tu vois, c'est très intéressant parce que là, on peut voir qui est du côté de l'ordre et qui est du côté de la transformation. Mon père a blagué. La sommation, il l'avait eu toute la semaine. On lui avait dit de ne pas sortir. Sur Israël-Palestine, il pense... Écoute bien. Écoute. Et ce Julien, professeur du supérieur, faut qu'on le retrouve. Hein. Oh, l'enfer du gars. C'est Julien Balou, le gars, quoi. Mais sur Israël-Palestine, il pense qu'Israël fait le sale travail que les Occidentaux devraient faire contre le terrorisme sans vraiment condamner ce qui se passe avec les civils. Sur le féminisme... Le gars, il dit oui, je suis content qu'ils se battent pour la liberté. Je suis pas sûr que le gars soit tant dans la liberté que ça, à part sa liberté de dominer les gens. Sur le féminisme et le patriarcat, ils se mettent à rire comme si ça n'existait pas. Franchement, force à toi. C'est marrant, les gars qui lisent Hayek, hein, c'est marrant, les libéraux, comme en fait, c'est une pipeline racelard, misogyne, ouais, c'est ça. Ce n'est pas toujours simple de se sentir légitime sur ces sujets quand on n'a pas eu des problèmes à la maison. Mais je suis né dans cette position sociale, je ne l'ai pas choisi. Voilà, ça rejoint ce qu'on a dit au départ. Pas culpabiliser de votre espace social. Justement, vous avez des possibilités. En tant qu'étudiant, en tant que jeune, vous êtes à un carrefour de la vie où vous pouvez prendre des embranchements qui ne sont pas les mêmes que vos parents. Le monde de l'adolescence, et encore plus dans des milieux plutôt bourges, quoi, est un carrefour de possibilités très importantes de transformation. Donc la politisation, à ce moment-là, elle est vraiment clé, quoi. Et le fait que tu as des jeunes gens qui ne votent pas comme leurs parents, ne veulent pas reproduire la société de leurs parents, c'est vraiment une capacité de transformation de la société. Hein. Et on le voit à toutes les périodes révolutionnaires, que ce soit 1789, 1848, et on pourrait remonter... je pense que tu vois, c'est vraiment un truc des années 60, 70, là, mais 68 et tout. On a vraiment ces moments-là, quoi. Alors ensuite, on a un autre style. On a deux profs. Maintenant, on a Jean-Marc, 59 ans, chef d'entreprise. Paris, 2 enfants, une fille de 30 ans, un fils de 27 ans. Donc c'était quand même pas des enfants, c'est des adultes. Hein, voilà. Ma fille est diplômée d'une école de commerce. Elle travaille dans le marketing. Elle est sous-payée, un peu exploitée. C'est quoi un peu exploitée? C'est-à-dire qu'elle est exploitée un jour, pas l'autre. Parfois, elle touche la plus-value elle-même. C'est ça. Des fois, elle gagne, des fois, elle gagne pas. Voilà. Son leitmotiv, c'est d'obtenir un jour de télétravail supplémentaire. Bah oui, effectivement, quand vous êtes dans... Alors ça, le télétravail, je le dis, c'est important. C'est un moyen de compensation des classes, tu vois, intermédiaires sup qui sont pressurisées, moins en moins payées que leurs parents, alors qu'ils ont suivi, tu vois, école de commerce et tout, sûrement comme leurs parents, qui ont des petits chefs de merde, des tafs à la con, tu sais, à boutiquer des tableurs Excel, de plus en plus surveillés, avec des outils de surveillance et de contrôle et tout. Et donc, le télétravail est un moyen de compenser. Le problème du télétravail, c'est que ça peut marcher que pour les postes de support. Quand vous êtes à l'usine, la machine ne peut pas télétravailler avec vous. Voilà. Quand vous êtes aide-soignante, les gens ne viennent pas chez vous à la place. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on va essayer de voir qu'il faut redonner de la respiration au salariat généralisé, mais on va le faire un jour en moins pour tout le monde. Ce ne sera pas du télétravail, ce ne sera pas de travail du tout. Passons à la semaine de 4 jours. Voilà, donc poussons le truc, on le redit. On a ressorti la capsule essentielle là-dessus. Il faut passer à la semaine 32 heures, 4 jours pour tout le monde. Un jour chômé en plus dans la semaine. Donc la FI doit en faire un... C'est le problème du télétravail, d'ailleurs, c'est que ça fait un peu croire que t'es pas vraiment au boulot, mais en même temps, ça permet... Il y a toujours un contrôle de ton patron qui peut te le reprendre. Tu vois, il peut te reprendre déjà un jour, te dire en fait que le télétravail c'est terminé. Et puis aussi te dire qu'est-ce que tu faisais sur ton télétravail. Voilà, c'est pas comme un vrai jour chômé, quoi. Il faudrait justement obtenir un jour chômé par les 32 heures, voire même les 28 heures à terme. Enfin voilà, baisser au fur et à mesure. C'est ça. Donc cette ersatz là pour pouvoir encore tenir les cadres en crise, il faut vraiment en finir, quoi. Mon fils en master d'histoire glandait ferme après ses études. Je lui ai trouvé un job dans le bistrot d'un ami. Déjà, chef d'entreprise, ça c'est des gars, ils ont des doudounes sans manches. Déjà, c'est des DDSM. Sûr, ouais. Ils sont en DDSM le week-end, quoi. Confronté à un quotidien pragmatique et à un patron avec qui il s'entend bien, il m'a dit récemment qu'il se retrouvait moins dans Mélenchon. On avance.
Ça, c'est vraiment le truc, on le dit souvent, mais les employés, les ouvriers des petites entreprises, ils sont beaucoup plus soumis à l'idéologie patronale, parce qu'ils voient aussi que leur patron travaille. Parce qu'ils l'écoutent toute la journée. Quand Ouais, vous ils êtes écoutent chez toute la LVMH, vous journée. n'avez pas la gueule de Bernard Arnault toute la journée devant vous, quoi. Et donc, du coup, souvent, ça fait des ouvriers et des employés de droite. Hein. C'est ça. En plus, sûrement, ça se trouve, tu sais, genre dans la télé du bistrot, il y a sûrement BFM TV avec Marshall et Truchot. Donc c'est vraiment. Les grandes T'es dans gueules. un conditionnement, tu vois ce que je veux dire? T'as un gars qui dit qu'il paye trop de charges, voilà, qui est en DDSM, Marshall Truchot. C'est dur pour le gamin, quoi. Mais c'est marrant parce que ça me fait penser, là, on a un peu ce qu'on voit dans 1984, tu sais, qui a un peu un délire de bourgeois, là, de se dire, dans 1984, vous Ouais, avez le oui. côté, les jeunes qui vont aller surveiller leurs parents, voir s'ils pensent bien, des choses comme ça. Et souvent, la droite un peu complotiste, elle est là. Les jeunes, on leur approchait pas quoi à l'école, et tout ce que je pense, ils disent que c'est réactionnaire parce qu'en fait, de fait, ils sont plutôt réactionnaires par rapport aux jeunes générations. Et ils ont l'impression que la jeune génération représente un danger et est totalement soumis à l'État. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils sont souvent contre l'école, contre l'éducation, à la vie affective ou des trucs comme ça, à la sexualité à l'école. En fait, tout ce qui serait pas des maths et du français à l'école deviendrait presque trop politique pour eux et serait, pour, les surveiller. Ce qui est drôle, c'est que quand on est un petit peu factuel, c'est plutôt les vieilles générations qui surveillent les jeunes que l'inverse. C'est Ah plutôt, oui, ton bien vieux sûr. parce qu'en fait, il a le pouvoir sur toi. Souvent ton père, ta mère, ils ont plus de moyens de pression sur toi que l'inverse. Là, tu vois les gens, dont ils parlent quand tu as 18 ans, que tu vis chez tes parents, c'est pas toi qui peux mettre la pression à ton daron qui te dit de lire Hayek, quoi. C'est, vrai, c'est genre lui, le gamin là, il a peut-être des très bons livres à faire lire à son père, il va pas réussir à lui faire lire, quoi. Et à Donc la ce fin, truc est une angoisse très vieille de la bourgeoisie et Le Point nous le représente là. et puis à la fin, je te dis, c'est lui qui te trouve un taf et pas toi qui trouve un taf à ton père, tu vois ce que je veux dire? Le plus compliqué, c'est les déjeuners. Ma femme me rappelle tout le temps de ne pas parler de politique. Mais tout y ramène. Si je parle de la canicule, mes enfants vont embrayer sur le bateau trop polluant de Bernard Arnault. Bien joué les enfants, on finit par éviter tous les sujets. Le vin aussi. Le Quand vin, je je peux être sens... chiant sur le vin, moi. Je confirme. Enfin, moi j'aime bien, j'adore. Mais je pense qu'il peut mettre des coups de pression à beaucoup. Quand je sens que je vais craquer, je me lève pour débarrasser la table. Bah, au moins, voilà. Il croyait que le Oh patriarcat, ça là là, existait cracotte, pas. le gars c'est une cracotte, quoi. Au moins, il participe aux tâches domestiques sous la pression de ses enfants. Donc, continuez les enfants. Mes enfants manquent de recul critique. Écoute bien la phrase. Ils s'informent sur Mediapart et les réseaux. Mais en plus, Mediapart, c'est biaisé comme tout média. Je veux dire, c'est biaisé comme Le Point, c'est biaisé C'est ça. comme Le C'est ça. Figaro. Voilà. Non, mais Je vois pas en quoi c'est pire de pour s'informer lui, là-dessus que pour, sur Le Figaro. non, mais pour lui, Mediapart, c'est un média pro-Mélenchon. T'imagines le délire? Déco critique Mélenchon, ce sont des conneries de journalistes. Ils parlent d'islamophobie, de violence policière, de la retraite aux 60 ans, de Palestine. De genre... les gars qu'ils ont trouvé. Sur ce dernier sujet, je sens parfois poindre des relents antisémites. Avec ma fille. Tu sais, genre, il insulte ses enfants d'antisémitisme. Avec ma fille, les patrons sont tous des salauds. Sauf moi, ce n'est pas pareil. Mon père me rassure, plus jeune, il avait eu sa période trotskiste. Ça avait fini par passer. Alors, Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Le Point, média de la CIA, le trotskiste, les chefs d'entreprise, tout est lié en fait. spoiler alert, ça n'est pas passé. Caroline, 55 ans, chef d'entreprise, Paris, 3 enfants, 21, 26 et 27 ans. Mes 3 enfants votent et j'en suis ravi. Ce qui me lave, c'est que ce soit pour Mélenchon. Parce que voter, c'est très important d'exprimer ses idées, mais pas pour Mélenchon. Mon fils aîné est très prosélyte. Le propos vite à l'opposition fasciste, antifasciste. Mais c'est très bien. Alors que Des gens j'essaie... qui se posent jamais la question pourquoi ils sont traités de fascistes. C'est ça. Alors je ne sais plus d'en débattre. À l'écouter, la dette n'existe pas, tout est gratuit. Let's go. Non, la dette n'existe pas. Mais l'argent ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. C'est plutôt sain d'être à gauche quand on est jeune, mais j'aurais préféré qu'ils soutiennent le PS. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui soutiennent le PS. Bah, Chloé Ridel, voilà, mais elle est plus très jeune maintenant, je sais pas. Chloé Ridel, elle est peut-être... Ouais, elle est jeune comme Zoé, ça se trouve, en fait. Elle est pas si jeune. Et il y a un vrai décalage entre ce qu'ils vivent, urbain plutôt aisé, et ce qu'ils votent. Ils me parlent Là, ils de comprennent race. rien parce que c'est pas. Non, il n'y a pas de décalage. C'est pas parce que t'es urbain, ils disent plutôt aisé. Bah, ils ont peut-être des parents plutôt aisés, mais Justement. ils vivent quand même la crise. Exactement. Et ils la vivent d'autant plus. Parce que si tu veux, quand tu vois tes parents dans la merde et que t'es dans la merde, il y a une continuité.
Quand toi, tu vois que tu vas pas pouvoir acheter un appart, que tu vas pas pouvoir avoir un métier qui paye, etc., alors que tu as fait exactement toutes les bonnes études qu'on te raconte, la crise te paraît à l'échelle individuelle plus importante. Parce qu'il y a plus de décalage entre ce qu'on t'a fait faire et ce que tu ramasses, quoi. Ils me parlent de racisme, très bien, mais ils n'en sont pas les témoins au quotidien. Putain, mais sans déconner, vraiment, t'étais là, t'as envie de dire, mais heureusement qu'il y a des petits blancs bourges qui vivent pas le racisme et qui ont envie de pas vivre dans une société raciste. Tu vois, je veux dire, ça, c'est un truc qu'il faut aussi comprendre. Putain, le jour où il y aura que les racisés qui sont antiracistes, dans un pays majoritairement blanc, il fera pas bon être racisé dans ce pays. Elle est contre l'antisémitisme et tout. Est-ce qu'elle a vécu C'est ça. devant elle la Gestapo qui a arrêté des juifs? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Tu vois. T'es genre en T'es mode. pas obligé d'avoir vu le truc ou de l'avoir subi pour être contre. Je veux dire, pour vivre dans une société antiraciste, il faut que la majorité du groupe dominant racialement abolisse ses privilèges de race. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment. Et ça fait partie des débats. En fait, même presque on va dire, le travail, c'est de fabriquer des non racisés antiracistes. C'est eux qui feront la différence. Le jour où il y aura. Parce que les racisés antiracistes, c'est pas compliqué à fabriquer. C'est pas compliqué à fabriquer, quoi. Comme ils sont minoritaires, de toute façon, même s'ils l'étaient tous, il y a même des racisés racistes, tu vois. Mais s'ils l'étaient tous, ça ne fait toujours pas le poids. Donc vraiment, c'est comme si tu disais mon fils est contre les VSS alors qu'il a jamais pris de main au cul, tu vois. Bah oui, c'est bien, tu vois. Enfin, heureusement. c'est sûr que ta fille qui prend des mains au cul en général, elle écoute les VSS. Hein, je suis de la génération Mitterrand, Union Européenne et Harlem Désir. Pas la génération. Tu te dire de la génération Harlem Désir. Ouais, c'est chaud, quoi. J'ai l'impression que parce qu'il est jeune, homme, blanc, hétérosexuel et issu d'un milieu aisé, mon fils part avec un sentiment de dette à rattraper. Oui, il y a une guilt. Ça, c'est sûr, il y a une guilt. Et c'est un sentiment qu'il faut politiser. Voilà, effectivement, il faut remettre en question les positions de domination. La question, c'est comment on le fait. La déconstruction, confession individuelle ne va pas suffire. La transformation sociale collective, le communisme est la voie, quoi. Je pense qu'il se commence mal d'ailleurs à être un peu âgé pour ça. À 18 ans, c'est normal. À 27 ans, c'est chiant. À 40 ans, c'est idiot. À 40 ans, c'est idiot d'être féministe et antiraciste. Hélène, 49 ans, responsable administrative, région parisienne. Valentin est très à gauche depuis le lycée. Il était même président de l'Union des lycéens de gauche. Il lit Le Monde. Mais c'est quoi ces conneries? C'est genre avec Le Monde. Genre, en gros, c'est l'archétype du média de gauche. C'est genre, c'est Le Point qui met des balles au Monde en mode ça, journal de gauchiste, quoi. Tu sais, c'est les anti-Mediapart, parce que Plenel, tu sais, c'est dirigeant du Monde et tout. Je pense que c'est pour mettre des balles à Plenel. Tu vois. Il a une bonne culture générale, mais il veut taxer les riches. C'est quoi ce délire, quoi? Nous, on vous dit que c'est de la merde de taxer les riches. C'est vraiment un slogan de merde et tout. Et eux, ils disent c'est déjà trop loin, quoi. C'est déjà trop pour eux. Tu vois bien que ça leur pose problème. Donc si on taxe les riches, il aura moins d'argent lui aussi, puisque son père est 4 sup et habite le 7e. Ah ouais, le 7e, c'est... Il y a à taxer là-bas, je pense. Il y a de l'argent. Ouais. Il me répond que l'argent n'est pas son but dans la vie. N'empêche, il insiste pour avoir le dernier iPhone et l'iPad à 1 teraoctet. Les exemples me fument. Et il adore le bon marché. L'été, on part à la Bolle ou au Club Med en Guadeloupe avec son père. Je l'appelle le gaucho de droite. Est-ce qu'elle a pas un peu raison? Est-ce que ce gars, tu vois, pris dans une dynamique révolutionnaire, il vote l'abolition des privilèges de son père et après il se fait rattraper par la patrouille de Zoé, tu vois? C'est possible. Mais il est dans la contradiction, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Le type, il est chez des riches. Voilà. La question, c'est quel métier il va faire plus tard. Si c'est pour après refaire comme ton papa et puis te dire, ouais, en fait, entre l'iPad et mes convictions que j'avais quand j'étais ado, j'ai choisi l'iPad et donc j'ai choisi de faire HEC et de travailler chez McKinsey. On verra. Mais pour l'instant, bon, il est dans la contradiction. On va pas lui jeter la pierre, quoi. La phrase d'après est trop bien. Sur le voile, je lui fais parfois remarquer qu'à Étampes, près de là où on vit, les filles sont voilées de haut en bas. Il me répond que je suis raciste. Il est bon, Valentin. Qu'elles ont choisi de porter des robes l'été. Non, il me répond que je suis raciste, que je n'ai plus qu'à voter Marine Le Pen. Ouais, et qu'elles ont choisi de porter des robes l'été, le droit de porter les tenues qu'elles veulent. Bah oui, Valentin. Et c'est excellent parce que là, il met la pression pour le second tour. Là. Ouais, exactement. Et il faut faire ça. Il faut leur dire, vous choisissez le racisme ou pas. Voilà. Donc Valentin, 18 ans, je vote les filles pour l'écologie, la solidarité, le soutien aux populations opprimées, bon, blabla. C'est aussi un vote utile. Si lutte ouvrière avait une chance de gagner, c'est là que j'irais. Valentin, calme-toi quand même un peu. Valentin.
Parce que je veux dire, sur le côté voile, Valentin, lutte ouvrière, peut-être ça va peut-être pas marcher. Mais le seul rempart contre un pouvoir xénophobe comme le RN aujourd'hui, c'est LFI. Sur la fiscalité, je suis opposé à ma mère. Quand je dis qu'il faut taxer les 0,01% les plus riches. 0,01%. Ah oui, il se mouille pas trop le mec. Ah oui. Il faut taxer tous les gens qui gagnent plus que lui. Je crois que Nathalie Arthaud n'est pas d'accord avec toi. Tu ne rentres pas à lutte ouvrière pour l'instant. Ah ouais. Bah, il rentre mais il en sort pas quoi. L'iPad, je vois pas le rapport avec mon vote. C'est un cadeau que j'ai demandé pour mes études. C'est quoi ça? En fait, ils essayent de... Après avoir étudié dans un milieu qui aime les belles choses, n'empêche pas de voter à gauche. Après, l'iPad, c'est un bien de consommation. L'iPad pour tous, moi, let's go, hein, ça me dérange pas. Sur la laïcité... Moi, je m'en fous. Ouais. Mais voilà. Sur la laïcité, beaucoup l'utilisent à tort et à travers. C'est la liberté de porter le voile ou non, comme on peut aller à la messe ou porter la kippa. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une libéralité chez les jeunes sur ça et c'est plutôt une bonne chose, quoi. Donc là, Xavier Gors, toujours pareil, je suis pour la taxation de tous les riches dont je n'hériterai pas. Voilà. Mais tu vois, c'est de la merde. Le problème de la taxation des riches, c'est que ça met en avant, non pas le capital, mais l'argent des gens. L'argent, même les biens de consommation comme un iPad ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ça crée de la confusion. Moi, on me dirait la taxation du capital, c'est-à-dire de la propriété lucrative des moyens de production. Et on dirait on taxe ça. À la limite, je me dirais, voilà, on va vers un truc où les gens comprennent le problème. Mais la taxation des riches, c'est super flou. On va faire croire que c'est pareil un prof de fac qui gagne 4000 qu'un boutiquier qui gagne 4000. Non, c'est pas pareil. Je suis désolé, c'est pas pareil parce que c'est pas les mêmes rapports sociaux. Il y en a un qui a un propriétaire et l'autre qui est qui a un statut, qui a une certaine forme de propriété, mais qui n'est pas propriété de moyens de production. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est vraiment la collectivisation des moyens de production et c'est pas la taxation des riches ou de l'iPad de je sais pas qui. Tu vois. Oui, parce qu'en plus, c'est toujours fabriquer des riches pour pouvoir leur prendre. C'est vraiment une espèce de redistribution qui est déjà une grosse bifurcation. Parce que 10 ans de macronisme, c'est une redistribution des pots. Enfin, tu vois ce que je veux dire? De l'argent de la masse pour les riches. Donc déjà, faire le truc inverse, ce sera déjà une bonne chose. Et on voit comment ils s'accrochent à ça. Mais on n'est pas du tout dans un programme de rupture avec le capitalisme en taxant les riches. Faut être honnête. Alors ensuite, là, on a... Ça, c'est nos préférés. Pas du. Pascal, 62 ans. Auto-entrepreneur. Quoi, c'est que des entrepreneurs, des cadres ou des professeurs, ils ont tous 57 à 65 ans. C'est ça. Lecteur du point. Ils sont des grands enfants, quoi. Qui regardent la pas du team. Une fille de 33 ans et un gendre de 35 ans. C'est vrai que notre genre était plutôt de gauche. Il débitait du mélanchonisme bêtasson. Voilà. Et jusqu'au 7 octobre, on se disait, bon, c'est pas grave. Mais bon, depuis... ça. Mais depuis, il dit des choses intolérables pour nous qui sommes juifs. Oh putain. Diplômé en droit, il dit quoi d'intolérable? Diplômé en droit, il justifie tout par le droit international. C'est honteux. C'est honteux. Quand il parle de génocide, mon épouse lui dit: si tu redis ce mot dans cette maison, tu sors et tu ne reviendras pas. Il ne l'a plus dit. Non, mais le délire des gars, quoi. Oh, les gars. Inacceptable, quoi. Il y a un génocide et c'est inacceptable. On a progressivement arrêté les déjeuners en famille. On ne se réunit plus que pour les anniversaires des petits-enfants, en évitant le sujet. Depuis le 7 octobre, la famille s'est délitée. Tu vois, c'est vraiment Mélenchon a détruit la nation. Maintenant, il détruit les familles et demain, il va détruire la patrie. C'est vraiment un bolchevique, tu vois. Les mecs, T'as vu la suite? Je te dis, il a entraîné ma fille à voter LFI. Elle m'a promis qu'elle ne le referait pas. Lui, tu sais, le gars, on dirait qu'il l'a enrôlé, tu sais, comme tu sais, genre, il l'a fait changer de religion et tout. C'est vraiment. C'est énorme. Lui se dit désormais écolo, mais on considère que c'est un déguisement taquilla. S'il faut voter les filles au second tour, il n'hésitera pas. Évidemment, si le mec il se dit écolo, s'il faut voter les filles au second tour, il n'hésitera pas. C'est donc Robin, post-doctorant, 28 ans, qui habite à Brême, océanographie, père ancien directeur d'agence dans l'énergie, mère auto-entrepreneur. J'avais une sensibilité héritée de droite de ma famille, très attachée à la méritocratie. Tu vois, c'est intéressant ça. En 2017, j'ai voté Fillon. À partir du Covid, j'ai eu le temps de lire sur les liens entre le capitalisme et la crise environnementale.
Très bon sujet pour aller au communisme. J'ai remis en cause toute ma vision de la société. En 2022, j'ai voté Mélenchon. Il y a 2 sujets de friction avec mes parents. L'héritage d'abord. Tiens, c'est bizarre. Ils y sont très attachés. Moi, je pense que c'est le principal moteur des inégalités de génération en génération. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, ça c'est très intéressant parce que on voit la problématique. C'est que les parents aujourd'hui qui ont 65 ans, l'héritage, c'est eux qui vont le toucher. Le vieillissement de la population fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui ont déjà des apparts finis de payer, riches et tout, qui touchent des héritages de leurs parents. Tu vois, c'est vraiment, on devrait faire une loi simple, on pourrait faire un truc, obliger que l'héritage, tu sais, pour vraiment distribuer le capital, saute une génération. Tu vois, aille directement aux petits-enfants plutôt qu'aux enfants, pour qu'ils soient vraiment redistribués. Non, obligé que l'héritage saute une génération si la personne a plus de 60 ans. Ouais, ou à plus de 60 ans, 55 exactement. ans, Tu vois, quelque chose comme ça, tu vois. Parce que là, vraiment, forcément qu'ils y sont attachés, lui, il le verra même pas. L'autre, ils vont les dilapider ou je sais pas quoi. Et c'est des riches qui vont hériter de riches. Donc le capital se concentre sur des générations très vieilles, quoi. Il possède une maison en Corse et 3 appartements dans le sud-est. Ah ouais. Ah ouais. Ah, la feuille d'impôt, c'est pas la nôtre, pas du hein. Si demain on taxait fortement au-delà d'un certain montant, je l'accepterais. On n'a pas besoin de 3 appartements. Bah oui, Tu vois, c'est intéressant parce qu'on parle dans une capsule qui sortira postérieurement à ça, qui sortira samedi, de la Révolution française, des aristocrates, la noblesse, qui ont voté eux-mêmes l'abolition des privilèges en partie. Et là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont des héritiers, qui pourraient hériter de 3 appartements, qui sont prêts à voter l'abolition de l'héritage. Tu Mm. vois? Et on commence à rentrer dans une époque intéressante Ouais, à ce niveau-là. C'est-à-dire que des blancs héritiers sont prêts à voter contre le racisme et contre l'héritage, quoi. parce qu'ils sont capables de comprendre que reproduire le schéma de leurs parents à l'échelle individuelle mène la société globale dans la catastrophe. Ça, c'est vraiment profond. D'arriver à comprendre la contradiction entre son comportement individuel et l'impact que ça va avoir sur la société. Donc, ils ne veulent pas de subsides, d'héritage, de privilèges, parce qu'ils savent que c'est pire à terme, parce qu'effectivement, vous pouvez être riche, si demain la société s'écroule, bah, vous vous écroulez avec, quoi. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans des périodes révolutionnaires. On finit là-dessus. Le racisme ensuite. Mes parents sont imprégnés de stéréotypes comme l'idée que les étrangers viennent profiter des aides sociales, des types qui ont 3 maisons. C'est difficile d'en débattre. Avoir une bonne situation financière n'empêche pas l'empathie, ni vouloir agir contre les inégalités. Bah oui, effectivement, c'est bien qu'il y a encore ces idées, comme tu disais tout à l'heure, de maximisation, de choses qui semblent idéalistes, mais qui deviennent des forces matérielles pour transformer la société dans les périodes révolutionnaires. Voilà. Mais tu vois, c'est intéressant parce que la fin, ils disent chez vous aussi, la France Insoumise divise. Racontez-nous sur l'adresse apéro@lepoint.fr. C'est-à-dire que les mecs vont faire ça pendant tout le truc. La France Insoumise divise. Alors moi, je propose, si vous êtes auditeur de la Pas du Team et que vous avez un petit talent de fiction, d'écrivain, envoyez plein de fausses... voilà, non, pas des fausses. Faut dire la vérité. Vous dites chez moi, la Peut-être France ça existe Insoumise, pas. ça divise parce que tout le monde est communiste dans la famille et on considère qu'ils sont un peu droitiers. Voilà, c'est vachement intéressant. Mais donc voilà, donc les trucs un peu ridicules. Mais on voit vraiment une tension. Et cette tension-là, on est en juillet, on est à 9 mois des élections. Il va falloir la maximiser. Et il va falloir effectivement la faire vivre dans la réalité, autour de vos familles, de vos amis, dans votre entreprise, dans votre école, etc. La mise en mouvement des masses ne se fera pas par l'anonymat, par les réseaux sociaux seulement, etc. Elle se fera en massifiant, en parlant à vos collègues, en faisant en sorte que ces idées-là semblent être hégémoniques, deviennent hégémoniques, ou en tout cas qu'on puisse les défendre à visage découvert au sein des luttes, au sein des gens. C'est vraiment fondamental. Donc organisez-vous, syndiquez-vous, dites-le, battez-vous, faites des débats d'idées, laissez-vous pas faire, baissez pas les yeux. Vous êtes en train de transformer la société en faisant ça. Yes, yes, yes. Bon, on va s'arrêter là et si vous voulez transformer la société aussi, n'hésitez pas à aller sur la-brèche.org sur notre site internet où vous avez la possibilité de voir où sont les prochaines projections de notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste, donc sur la tricontinentale, un film qu'on a filmé à Cuba avec comme personnage principal Saïd Bouamama, un film assez pédagogique et assez touchant aussi. N'hésitez pas donc à aller voir, vous avez une carte ou une liste où vous avez les différentes projections. La carte s'affiche en France métropolitaine, mais vous pouvez aussi aller voir dans le monde parce qu'il y a eu des projections, où il va y avoir des projections à Séoul, je crois à Mexico, il devrait y en avoir au Venezuela, en Colombie, à New York, enfin voilà, il y en a
sur, différents continents. N'hésitez pas aussi à proposer une projection si vous, pouvez, l'organiser. Vous organisez une projection avec, je sais pas, votre groupe militant local, avec, un groupe d'amis, vous, essayez d'avoir une salle et tout, vous pouvez après faire un débat ou pas, faire, un apéro ou pas, faire, voilà, de la bouffe, un match de foot, enfin, vous faites ce que vous voulez. Nous, on essaie de vous envoyer à ce moment-là quelqu'un de la Brèche pour venir présenter l'asso, présenter aussi un peu le film. Alors c'est pas forcément, toujours, très poussé comme présentation parce qu'il y a des gens dans l'association, étant donné qu'on commence à être pas mal, qui ont pas travaillé sur le film, donc ils connaissent la démarche du film, mais voilà, ils pourront pas répondre à toutes les questions précises comme si, vous aviez un cinéaste en face de vous. C'est pas le but de ces présentations, mais c'est vraiment de vous montrer la démarche globale de notre association, notamment à travers ce film et aussi de pouvoir, vous rencontrer pour, discuter avec vous. Sur ce, moi, je serai à Saintes samedi au café La Boussole pour une projection qui est à 19h. N'hésitez pas à venir, il y a pas de billets à prendre à l'avance, vous verrez directement sur place, donc comme ça on pourra aussi en parler, je pense après la projection, prendre un temps comme ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à aller voir, tout, hein, Position Revue, On ne veut plus, La Brèche sur les réseaux parce que La Brèche a maintenant ses propres réseaux. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur Instagram, à aller suivre les nouveaux comptes d'On ne veut plus parce que La Brèche a repris le Instagram de On ne veut plus, donc il y a un nouveau Instagram On ne veut plus, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Tout ça, c'est dans le Linktree. N'hésitez pas aussi à aller voir, bah, la revue sur internet, Position Revue, à aller voir les différentes vidéos YouTube sur la chaîne On ne veut plus et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens! Salut